Défiant le négatif, créant lumière d'ailleurs, bousculant l'objectif, la matière, ses lueurs. Grattant l'archéologue, gravant d'autres invisibles, ouvrant 1000 analogues, à peine photosensibles. Comme 36 chandelles, brûlant la pellicule, étourdissant de sens quand nous vient le recul. En toute intimité, à caresser l'image, un immense à l'honneur, Pierre Hébert, à l'hommage. Bonsoir, Pierre Bonsoir. Hébert, et merci de nous accorder quelques minutes pour échanger avec vous. Vous venez de recevoir à Annecy ce cristal d'honneur, et il paraît qu'en le recevant, vous l'avez gratté pour voir s'il laissait passer la lumière. Non, j'avais bien confiance qu'il la laissait passer. Alors, J'attendrai d'être à la maison pour le gratter. vous allez le faire, avouez-le. Oui, oui. Cette récompense, cet honneur, il cristallise la constance dans la recherche et la persistance bien plus que rétinienne d'une démarche unique et engageante. Cette démarche de recherche, de persistance que vous avez, finalement, elle a été toute votre vie. Est-ce que vous vous souvenez du premier pas de cette démarche? Ben, c'est sûr que la découverte des films de Norman McLaren et de Len Lai, c'était décisif. J'ai pas du tout été attiré à l'animation par les dessins animés, par le cartoon. C'était par ces films qui venaient de nulle part, qui éblouissaient d'une façon inattendue que ça m'a attiré. Vous avez souvenir d'une œuvre en particulier qui vous a bousculé? Ben, il y a ben, comme je dis dans le film, il y a Blinkety Blank de McLaren qui était une œuvre d'une importance capitale et dont l'importance s'est maintenue tout au long de ma carrière et a encore été active, a créé des effets il y a quelques années, encore tout récemment, quand je suis revenu à la gravure sur pellicule. Il y a Free Radicals de Len Lai. Et il y a aussi, je trouve ça intéressant de le mentionner, Prison de la Poujade, pour prendre un film dans le domaine français, qui m'avait grandement impressionné à l'époque, que j'avais vu fugitivement, mais qui avait laissé une grande impression et que j'ai eu le bonheur de revoir il y a quelques années à l'occasion d'une journée d'études sur la Poujade, organisée par le CNC, par Nef Animation et auquel j'avais participé. Alors, c'est un film qui était resté comme une référence obscure dont je me souvenais peu de choses pendant des années. Et quand je l'ai revu, j'ai compris pourquoi ça m'avait créé une impression aussi forte. On peut imaginer que ce soit les premiers pas, même si j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, de cette curiosité qui vous a mis dans une démarche de recherche. Et je discutais de vous avec Sébastien de la programmation du festival, qui me disait Pierre, il est plus qu'étonnant parce comment est-ce qu'il l'a dit? Il est capable de chercher et de trouver quelque chose qui n'existe pas. Comment est-ce qu'on fait pour finalement chercher quelque chose qui n'existe pas? Savez-vous ce que vous cherchez? Non, je me laisse exciter par ce que je trouve. C'est sûr que pour trouver, il faut se garder disponible, l'esprit et le cœur ouvert à ce qui apparaît dans ce qu'on fait, dans les gestes qu'on pose. Et c'est un peu ça. Alors, je me permets ce parallèle que des centaines de journalistes ont dû faire avant moi, mais vous avez commencé une partie de votre chemin en étant anthropologue, puis archéologue. Oui. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif ou dans celui des petits enfants intérieurs que nous sommes tous, l'archéologue, il gratte
Oui. Il cherche. Ça, c'est Marcel Jean qui me l'a soufflé, cette image. Il y a vraiment un parallèle de gestes entre... Oh oui, et ça m'est apparu dès le départ. Dès le moment où j'ai commencé à pratiquer la gravure sur pellicule, j'ai fait le lien avec l'autre métier que j'étais en train d'apprendre, qui était le métier d'archéologue. C'est un parallèle qui s'est maintenu tout le long de mon travail, de ma carrière. C'est sûr que un autre aspect de cela, c'est que l'archéologie, c'est d'appréhender le passé de l'humanité à travers la culture matérielle, à travers les objets qu'on trouve, les traces matérielles qu'on trouve. Et ça implique, c'est très parallèle à une question à l'histoire de la technologie. Et c'est sûr que d'avoir ces références-là dans mon passé, ça a été très important au moment d'affronter le passage au numérique, où il y avait une question d'histoire technologique qui se posait d'une façon différente de nouveau. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à relire des ouvrages d'archéologie, à revenir à Leroy-Gourhan et à tout ça pour essayer de mieux comprendre ce face à quoi l'animation se trouvait avec la mutation profonde des outils de cinéma qui s'est opéré à ce moment-là. Et c'est sûr que mon passé d'anthropologue et d'archéologue a joué de façon importante à ce moment-là. C'est votre réponse qui me pousse mon esprit dans ces chemins-là, mais est-ce que ce monde qui cherche, en tout cas pour une grande majorité, à se dématérialiser et à accélérer beaucoup de choses, est-ce qu'il va empêcher la sédimentation nécessaire finalement à sa formation et à son étude? En tout cas, j'ai pas une vision catastrophiste de ces nouveaux outils. Ils ont eu en tout cas, ils ont posé à l'animation un défi très particulier. C'est-à-dire que c'est assez beau de voir que l'animation a complètement survécu et réussi à passer à travers ce passage assez important qui était un changement complet des bases technologiques du travail. Et ça s'est accompli plus rapidement pour l'animation que pour le reste du cinéma, en fait. Mm-hmm. Et que l'animation continue à exister comme art au-delà de ce passage-là, c'est très important. Et c'est un passage qui a eu, enfin, on peut spéculer sur à travers cette idée de dématérialisation, on peut spéculer sur les effets potentiellement délétères ou négatifs de ce passage-là. En fait, pour mon travail, ça a eu un effet assez libérateur, en fait. Et c'était important dans ma redécouverte et reprise récente de la technique de la gravure sur pellicule, le fait que ça pouvait s'associer directement aux potentialités offertes par le numérique, c'était très important, en fait. Et en fait, tout mon travail présentement est toujours une espèce d'association entre la gravure sur pellicule, qui est évidemment juste très matériel, physique, c'est toujours associé à la possibilité de retravail, d'une réinterprétation à travers les outils numériques. Et j'arriverai mal à concevoir ce travail maintenant en dehors de cette association-là entre les deux formes. Et l'autre chose qui est très importante de comprendre aussi, c'est que très, très rapidement, dans mon travail de gravure sur pellicule, j'ai associé mon travail de gravure à l'utilisation de techniques assez sophistiquées, assez poussées. C'est-à-dire que très vite,
ça s'est associé à l'usage des tireuses optiques, qui étaient les outils utilisés à cette époque-là pour faire des effets spéciaux, qui étaient beaucoup moins performantes que ce que sont devenus les outils numériques. Mais une des choses importantes dans cela, c'est que les outils numériques peuvent être très accessibles à quelqu'un qui pratique l'animation de façon indépendante. C'est-à-dire que, c'est utilisé sous des formes extrêmement poussées par les grands studios, dans le cadre d'animation qui est une assise plus industrielle, on peut dire. Mais ça reste un ensemble d'options techniques qui ont beaucoup de puissance pour un indépendant aussi, et qui ont l'avantage d'être accessibles. C'est-à-dire que ça n'aurait jamais été possible que je possède chez moi une tireuse optique. C'était un objet trop lourd, trop coûteux. Ça demandait un cadre institutionnel comme l'Office national du film du Canada pour maintenir des équipements comme ça en fonction, alors que pendant des années, en fait, je n'aurais jamais pu concevoir aller faire mon travail à l'extérieur de l'institution où j'étais, parce que j'allais perdre les outils importants qui étaient essentiels à mon travail. Et avec le numérique, c'était tout le contraire, c'est-à-dire qu'assez rapidement, les outils se sont développés avec suffisamment de puissance et suffisamment accessibles pour qu'un individu puisse les acquérir et les avoir sous la main pour pouvoir s'en servir. Et ça c'était vraiment important. Et ça s'est passé d'une drôle de façon, parce que quand j'ai fait la plante humaine à l'ONF, c'était basé sur l'utilisation d'un serveur central très puissant auquel les postes de travail étaient connectés. Et en fait, sous cette forme-là, l'informatique était absolument inaccessible pour quelqu'un comme moi. Et en fait, il a fallu que les premiers Mac un peu puissants apparaissent pour que ça devienne possible que je quitte l'Office national du film et que je puisse envisager de faire mon travail de façon autonome et indépendante. Comme une décentralisation, finalement, du pouvoir de création. Oui, tout à fait. L'association entre la gravure sur pellicule et ces moyens numériques-là, c'est venu plus tard, après une utilisation, en particulier en performance, des outils numériques en eux-mêmes. Mais depuis que les deux filons se sont rejoints pour n'en former qu'un, ça me laisse une impression de puissance de travail, de capacité de travail que j'avais jamais connue, en fait. C'est amusant, enfin amusant c'est peut-être pas le terme, mais finalement avec votre carrière, est-ce que vous nous racontez sur l'évolution des outils que vous avez connus au gré de votre chemin? Vous êtes finalement très expérimenté dans l'expérimentation. Ce qui paraît... est-ce qu'on peut avoir de l'expérience dans l'expérimental? Oui, j'imagine qu'il y a, avec la maturité, avec l'âge, on finit par créer ses marques et avoir, par les travaux passés, des références qui permettent d'évaluer, de juger ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire maintenant. Oui. Logiquement, ça nous donne envie de vous demander quels seraient les conseils à donner à ceux qui démarrent leur chemin, mais dont les pouvoirs de création sont déjà décentralisés et possibles, ceux qui n'ont pas tout sous la main, mais presque. Quels conseils est-ce que vous leur donneriez, eux qui commencent ce long parcours? C'est sûr que dans une discipline comme l'animation, de bien comprendre les rapports entre les outils, la technique, la technologie et la création, et d'en développer une compréhension profonde, c'est probablement le plus important. C'est-à-dire de ne pas se laisser obnubiler par les outils ou par ce qui apparaît comme les puissances des outils. En fait, Norman McLaren avait bien
saisi ça le jour où il a dit qu'il fallait utiliser la technologie du cinéma comme un violoniste utilise son violon ou comme un peintre utilise son pinceau. Et donc, dans une autonomie totale par rapport à tout l'appareil qui entoure la technologie. Norman McLaren a jugé très important d'éliminer tous les intermédiaires entre lui et la technique et d'être en mesure de maîtriser directement lui-même les outils qu'il utilisait. C'était pas un refus de la technologie pour une vision peu utopique de la création, mais c'était vraiment basé sur un apprentissage des outils assez profond pour les maîtriser, pour bien les situer. Connaître la machine pour oui. pouvoir en faire les réglages. Oui, exactement, oui. Et c'est vrai que ce que vous dites est bourré de sens à la fois dans l'animation, mais dans tout le reste, c'est de ne pas se tromper entre les moyens et la fin, et de comprendre que les outils sont là pour nous aider à atteindre des objectifs, mais qui ne sont pas enfermés dans ces outils. Ils sont bien au-delà. Oui, exactement, oui. Alors, il y a des choses qui sont sûrement assez importantes, mais dont je ne serais pas en mesure de vous parler parce que je n'ai pas vraiment la connaissance de ces choses-là. C'est évidemment toute la question de l'intelligence artificielle et de l'impact que ça peut avoir. Je sais qu'il y a des artistes qui cherchent à prendre la maîtrise de ces outils-là pour vraiment s'en servir. Et j'ai pas de doute qu'il y en a qui vont arriver à le faire et à passer à travers. Et parlant de à travers, vous n'avez pas commencé à gratter cette intelligence artificielle? Non, pas encore. Ça chatouille pas encore votre curiosité? Ouais, un petit peu, oui, parce que alors, j'ai fait pour Graver l'homme, Loïc m'a demandé de faire à la fin, de graver des images, des séquences qui devaient être une couche supplémentaire par-dessus le montage du film. Et alors, j'ai fait ça et je me suis servi de mes moyens un peu primitifs, un peu artisanaux, de numériser moi-même des images avec un équipement dont je peux disposer chez moi directement et qui m'est immédiatement accessible quand j'en ai besoin, ce qui me semble un élément important. Mais ce n'était pas d'une définition suffisante pour les formats plus poussés dans lesquels le film devait être terminé. Et on m'a dit qu'on a utilisé l'intelligence artificielle pour agrandir les images, leur donner plus de définition, sans trahir le caractère graphique des traits, etc. Alors, je suis un peu curieux de comment ils ont fait ça, et j'avais l'intention de m'en informer de façon plus précise pour voir si ça pourrait pas possiblement devenir quelque chose dont je pourrais me servir. Vous avez évoqué le terme de primitif pour vos outils, c'est une manière de le dire, mais ça m'a évoqué un mot très voisin qui est primaire et qu'on va retrouver en peinture où il y a des couleurs primaires et puis d'autres couches qui s'ajoutent au tableau. Finalement, vos outils sont peut-être primaires dans le sens de primitif, mais aussi dans le sens de premier, c'est-à-dire comme les premiers chatouillis de cette inventivité, et que finalement l'intelligence artificielle est un outil qui ne remplacera jamais les outils primaires, mais qui les aidera à continuer d'exister autrement. Oui, c'est sûr que le geste d'un grattoir sur l'émulsion du film, ça restera irremplaçable, à mon avis. Alors, justement, cette énergie de création que vous avez expérimentée et puis finalement confiée aussi, puisque beaucoup d'autres vous ont suivi, peut-être pas assez d'ailleurs, elle a à la fois élevé l'animation au sens de transmission et puis d'élévation, c'est-à-dire qu'elle élève, et elle en a repoussé des limites. Même si ça semblait primaire ou primitif, les limites sont beaucoup plus vastes que ce qu'on aurait pu croire. Est-ce que vous en avez trouvé, vous, des limites dans vos recherches, dans votre chemin? Ou est-ce qu'à chaque fois, il y avait une manière de
de gratter une porte pour y passer? Enfin, si j'ai continué, si j'ai persisté, j'imagine qu'il y avait toujours une manière de graver une porte. On va parler un petit peu de votre relation avec le festival d'Annecy. Oui. Et là, c'est amusant d'ailleurs, puisque il y a une limite dans ces nouveaux outils numériques, c'est que nos archives s'arrêtent à 97. Est-ce que vous êtes venu à Annecy avant 97, sûrement? Oui, oh, oui, la première fois, c'était en 1966, je pense. Donc vous aviez 22 ans. Oui, c'est ça, oui. Vous étiez donc un tout jeune dans un festival tout jeune. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes encore là avec nous. On a, si j'ose prendre la voix du festival, nous avons mûri tous les deux. Mais vous êtes notre grand frère quand même, puisque vous étiez là avant. Quelle relation vous avez avec ce petit frère qui est le festival d'Annecy? Ben, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fois je suis impressionné par l'ampleur du festival, son rayonnement, qui se reflète dans le prix que j'ai reçu. Mais aussi, ça m'évoque le souvenir des débuts du Festival d'Annecy comme un prolongement des célèbres projections de films d'animation qui avaient été organisées à Cannes par André Martin et un certain nombre d'autres personnes et qui reflétaient, en fait, qui ont fait condenser tout l'éclatement de l'animation, le renouvellement de l'animation qui s'était produit dans les années 50 avec les animations distinctes de la tradition du dessin animé hollywoodien qui était apparu en Europe de l'Est, dans des endroits comme l'ONF avec McLaren, et qui avait finalement donné confiance à des indépendants à travers le monde, et puis qui avait propulsé des gens comme Alexeïev à un niveau de reconnaissance. Monté en épingle, si j'ose dire. Oui, qu'ils n'avaient pas connu avant ça. C'était des artistes qui étaient restés un peu marginaux, confidentiels, alors que tout à coup, ils sont devenus les héros de cette nouvelle animation. Alors, il y a tout ça qui s'est reflété dans le début du Festival d'Annecy. Et c'est, comme jeune artiste, c'est vraiment tout ça qui m'a propulsé dans l'animation, qui a fait que je m'y suis intéressé et que ça m'a passionné et que j'ai commencé mon travail. Alors, c'est certain que ce que représentait le Festival d'Annecy dans ses tout débuts, qui était encore ce que j'ai vu lorsque je suis venu la première fois, c'était essentiel comme point de départ de mon travail. Merci infiniment pour ce temps d'échange et cette mise en lumière, si j'ose dire, de votre chemin et de ce chemin partagé avec le festival. Et on espère vous revoir en lumière de toutes les manières possibles ici à Annecy. Oui, j'espère bien. Merci beaucoup, Pierre Hébert. Merci.